Bienvenue à tous. Jadala, je suis juriste au CMAP. Je suis ravi de vous accueillir lors de ce mardi du CMAP sur le thème Retour d'expérience médiateur dans les entreprises. Je suis très heureux de recevoir Pierre Béretti et Pierre-Henri Arendt ce matin. Merci à vous deux d'avoir accepté cette invitation et surtout d'avoir accepté d'aborder un sujet aussi intéressant que celui de la place des médiateurs dans les entreprises. Vous allez notamment répondre aux questions de savoir comment intégrer la médiation en entreprise pour anticiper, apaiser les tensions interpersonnelles au travail. Et quels enseignements peut-on tirer des entreprises ayant mis en place un dispositif de médiation interne? Vous allez nous expliquer concrètement comment une organisation peut déployer un dispositif de médiation interne, les raisons qui motivent une telle initiative, les actions mises en œuvre et les premiers retours observés sur le terrain. Je vais brièvement présenter le parcours de nos intervenants. Pierre Béretti, après une trentaine d'années passées dans différents métiers des ressources humaines, Pierre s'est formé à la médiation. Il est médiateur agréé par le CMAP. Il est spécialisé dans la médiation en entreprise, aussi bien pour des conflits interindividuels que collectifs. Il est également médiateur près la Cour d'appel de Versailles, du TJ de Paris et des prud'hommes de Nanterre. Pierre est formateur de médiateurs d'entreprise et membre des jurys de certification. De plus, il anime des sessions d'initiation à la médiation pour sensibiliser des RRH et des managers à la gestion de conflits grâce aux techniques de la médiation. Enfin, il est co-auteur d'un livre, Médiation des conflits au travail, et d'une vidéo complète sur une médiation. Pierre-Henri Arendt est avocat spécialisé en droit social. Pierre a occupé différents postes de directeur des relations sociales au sein d'entreprises françaises et internationales dans le domaine de l'aéronautique, de l'électronique et de la tech. En tant que directeur des ressources humaines, son parcours l'a conduit à piloter les politiques de ressources humaines à l'échelle de divisions ou de segments business au sein de Dow Chemical, Dassault Aviation, Sony et Dassault Systèmes. Entré chez Thales en tant que directeur des relations sociales de la division aéronautique, il est aujourd'hui DRH de l'activité mondiale Système de communication et d'information sécurisée. Pierre est médiateur agréé au CMAP. Donc, s'agissant de la configuration de cette présentation, nos intervenants seront prêts à prendre vos questions en fin de conférence dans le cadre d'un Q&A. Et pour les personnes qui sont en ligne, je vous invite à poser vos questions sur le chat. Sans plus tarder, la parole est à vous. Merci beaucoup, Jade, pour cette introduction. Merci, Pierre-Henri, d'être avec nous aujourd'hui. C'est un vrai plaisir de te revoir pour ça. J'ai envie de te poser une première question pour que tu puisses introduire ce sujet. On a préparé un petit agenda et ensuite on vous proposera de poser vos questions. On a quelques points à évoquer avec vous et notamment comment ça s'est mis en place chez Thales avec quelques questions préliminaires qui permettent d'amorcer ensuite l'échange avec vous. Et si en plus vous avez des expériences de mise en place de médiation dans des organisations, on est également intéressé par vos retours d'expérience. Alors Pierre-Henri, les raisons qui ont fait que vous avez mis en place la médiation chez Thales, c'était quoi? Alors, il y a d'abord un rapide contexte. Thales, c'est, vous le savez probablement, 80 000 salariés dans le monde. Et au niveau français, grosso modo, 40 000. Et deux raisons ont amené la mise en place de la médiation en interne. La première raison, c'est que dans une des activités mondiales du groupe, euh, alors que j'appellerai après GBU pour plus de commodité, mais c'est une activité mondiale. On avait beaucoup de conflits interpersonnels qui jaillissaient et il se trouve qu'on avait un dispositif d'alerte interne qui en fait avait pour objectif plutôt de saisir des comités spécialisés lorsqu'il y a des sujets relatifs plutôt aux questions de compliance et ce comité se retrouvait un peu submergé par ces demandes et n'avait pas forcément les outils de réponse à ce qui était relevé. Le deuxième point, c'est que très nettement, la pandémie a eu des effets importants à l'échelle d'organisations comme les nôtres. Vous le savez toutes et tous, on s'est retrouvés du jour au lendemain à vider des sites. Et donc, pour l'activité qui me concerne, du jour au lendemain, on a 14 000 personnes qui se sont retrouvées à domicile. Donc, on sait tous que le travail est quand même un environnement qui socialise les individus. Et donc, ben, du jour au lendemain, 14 000 personnes comme ça qui disparaissent, qui quittent
leur environnement, ben, quand elles reviennent, il y a un peu une perte de repères. Et on a observé très nettement à ce moment-là des relations interpersonnelles dégradées, avec très clairement une désinhibition dans les relations qui n'était pas observée avant. Je dirais le minimum de distance interpersonnelle qu'on peut avoir dans nos relations au quotidien, ces barrières-là se sont trouvées abattues et on a eu enfin, on pourra y revenir, mais on a eu des surprises, hein, on a eu des surprises, on a eu des comportements qui parfois que l'on trouve Discours-toi? dans la rue. Discours-toi? Ah oui, on a Jusque même discours-toi. ah oui, on a vu des bousculades pour pas dire autre chose pour une place de parking. Ce qui n'existait pas avant, évidemment, c'était des choses qu'on voyait dans la rue, hein, ça, il n'y a pas de problème, mais dans une entreprise, je n'ai pas peur de le dire, dans une vieille maison quand même, parce que ça fait quelques années que Thales est dans le circuit et nos salariés ont une ancienneté significative. Donc voilà, donc deuxième point, et puis un troisième point que je t'ai pas invité dans la préparation de ce séminaire, mais il faut toujours une petite surprise, c'est que donc fin de la pandémie et en même temps un besoin, vous avez vu après la pandémie, rapidement, il y a eu de fortes tensions sur le marché de l'emploi. Thales est une société d'ingénierie et une organisation comme SIX, on a été amené à recruter 2000 personnes en moins de 2 ans. Et en même temps, on a eu de l'ordre de 800 sorties, c'est-à-dire que grosso modo, on a eu à peu près 10% de l'effectif qui a tourné, et donc un changement de sociologie de l'effectif. Donc, toutes ces raisons et toutes ces observations nous ont amenés à nous poser des questions sur la manière de traiter ces questions-là, et d'où cette volonté ou cette motivation pour mettre en place un système de régulation, de gestion des modes interpersonnels et qui nous a amené à la médiation, mais après une réflexion. Et vous avez été combien vous lancez là-dedans? Alors, on est deux activités mondiales. Alors, ça fait très imbu hein, de parler d'activités mondiales, donc on va la faire simple. C'est en fait les deux activités mondiales qui représentent le plus grand nombre de salariés en France. L'activité mondiale LAS et l'activité mondiale SIX que je représente comportent un effectif grosso modo de 20 000 personnes en France. Voilà. Et vous avez choisi de vous y prendre comment finalement? Parce que c'est pas évident. Ah oui. Entre l'idée et la mise en œuvre, il y a quand même un immense gap. Et finalement, vous êtes pris comment? Alors, on a fait ça dans les règles de l'art. Vous savez que des organisations comme celle-là, elles ne se mobilisent. Enfin, même si on a envie de bouger les choses, ça demande un peu de travail. Donc, la première chose, c'est qu'on a décidé d'une phase expérimentale. On n'a pas lancé tout le groupe là-dedans. On a lancé une phase expérimentale au vu de ces expériences de deux organisations dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc, on a décidé de mettre en place une phase expérimentale. Pour faire cette phase expérimentale, on a lancé un appel d'offres vis-à-vis, alors, je ne vais pas citer les différentes parties prenantes. Bon, enfin, on peut dire que le CMAP a gagné quand même. Voilà. Voilà. Donc, il y a eu trois vraiment prescripteurs importants et connus sur le marché en matière de médiation. On a fait des appels d'offres et c'est effectivement le CMAP qui a gagné cet appel d'offres. Et donc, après, on s'est lancé dans une phase expérimentale. Vous avez fait un pilote? Alors, on a fait un pilote. Ce pilote, il a concerné une douzaine de personnes appartenant à la fois à l'activité LAS et à l'activité SIX. Et les personnes concernées ont été formées dans un premier temps à la posture de médiation dans la gestion des conflits interpersonnels. On a également présenté la démarche globale de la médiation. Et très rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin supplémentaire et on a eu des candidatures spontanées pour avoir de vrais médiateurs, des gens qui suivent tout le cycle de médiation jusqu'à la certification. Ça a créé une appétence, en fait, ce que tu Ouais, as observé. oui, C'est alors c'est dans le monde des RH, en tout cas, une très forte appétence. très clairement, d'abord, je pense que ça correspondait à un besoin. Même si nos RRH ne nous le disaient pas. Je pense qu'au quotidien, les conflits interpersonnels, alors je vais enfoncer une porte ouverte, oui, certes, c'est leur quotidien. Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont nécessairement outillés par ça? Ça, pas nécessairement. Et la découverte des outils de la médiation leur a fait vraiment, d'abord, leur a fait du bien, c'est-à-dire que les formations qui ont eu lieu
Quand elles ont eu lieu, ils étaient vraiment très satisfaits, très heureux, et ils ont dit c'est d'application immédiate dans les sujets que j'ai à traiter au quotidien. Je parle bien de posture du médiateur dans les conflits interpersonnels. Je ne parle pas du cycle complet de médiateur. Je dis la posture du médiateur. Ça a été pour eux une très grande richesse, un très grand enrichissement. Et ils ont vraiment foncé là-dedans. Et ils nous ont même dit qu'ils ne comprenaient pas pourquoi on ne l'avait pas fait avant. Et ça, c'était un séminaire de 2 jours seulement. C'était Ça, pas c'est la un formation séminaire que de des. 2 jours. Donc, Voilà. d'un côté, vous avez mis en place ça C'est ça, c'est ça. pour je ne sais pas combien de dizaines de. Alors, pour commencer, donc, la partie des dizaines de personnes, mais ensuite, on est aujourd'hui à pratiquement une centaine de RRH formés entre les deux organisations sur cette posture-là. Et on a à peu près aujourd'hui une dizaine de médiateurs formés, certifiés ou en cours de certification. Voilà. Certifiés par le CMAP et le SCP Europe, Oui, ou en cours de ou en cours de certification. Ils ont certification. fait vraiment le cycle externe, on va dire, Le cycle total, de là, il toute. s'intègre complètement Voilà. dans le processus du CMAP et ils vont jusqu'au bout et il y en a qui réussissent et il y en a qui réussissent pas. Oui, Alors, on ils va reviennent croiser les après, doigts. Voilà, on va ils reviennent et croiser ils les réussissent. doigts. Enfin, voilà. Mais c'est un vrai, ce que je veux dire par là, c'est que c'est une vraie démarche personnelle. Ils viennent pas là pour mettre une croix dans une boîte. Ils viennent là parce qu'ils sont intimement persuadés et on y reviendra tout à l'heure, que je pense que c'est un levier très important pour la médiation. C'est quelque chose dont ils sont convaincus, qui les centre, qui leur donne vraiment l'envie de poursuivre, de continuer dans cette voie et de s'impliquer et de s'investir. C'est pas un ordre d'entreprise qui descend du haut vers le bas, c'est vraiment l'appropriation par les RH de cette démarche de la médiation. Et tu m'as même dit il avait considéré comme un vrai apport de développement professionnel et personnel Ah oui, très clairement. dans leur vie quotidienne. Complètement. Et il y a un bouche à oreille remarquable qui se fait, qui fait d'ailleurs qu'aujourd'hui, on est, je sais qu'on va reprendre le cycle des entretiens de développement professionnel là maintenant à partir du mois de juin. Et oui, on a beaucoup de demandes de la part de la famille RH pour se former à ce cycle de la gestion des conflits et la posture de médiateur dans la gestion des conflits. Donc ça s'est mis en place entre 2023 et fin Ouais, 2024, début 2025. c'est Il y a ça. encore des certifications qui sont en cours. Ouais. Il y a eu d'autres choses que vous avez mises en place pour piloter ce projet ou pour le mettre en œuvre ou, Ouais, ce que je peux faire, c'est revenir peut-être un peu sur le processus, parce que c'est un sujet très important. Effectivement, il est important que les RH premières communautés concernées soient convaincus. Nous avons un autre player dans le groupe, c'est évidemment toutes les strates de management, et y compris au plus haut niveau du management. Puis nous avons un troisième player qui sont les organisations syndicales sur lesquelles je reviendrai et qu'on ne peut pas laisser de côté dans cette approche. Alors, d'abord, un processus structuré qui est un garant en fait de la sécurisation de l'ensemble. Alors, c'est pas processus structuré, on y reviendra au sens où la médiation, on l'entend en processus structuré, j'en parle en termes de gouvernance. Il a fallu être très clair par rapport à ça. Donc, le premier point, alors, c'est évidemment une information au plus haut niveau qu'on lance ce processus, et c'est avoir le feu vert de nos domaines de responsabilité de l'organisation pour relancer le processus à titre expérimental. Donc, on a présenté la démarche encore une fois, devant un organe qui s'appelle le HRC, peu importe, c'est le comité directeur des ressources humaines du groupe. Et on a fait part. Et tu vois, cette notion de volontariat, on y reviendra plusieurs fois parce qu'elle me paraît vraiment essentielle. On a fait part, mon collègue de la GB ULAS et moi-même, de notre conviction devant le comité des ressources humaines quand on a présenté qu'on tenait là quand même un modèle qui pouvait faciliter la vie au quotidien dans les organisations et simplifier beaucoup de procédures qui pouvaient naître de ça et de là. Donc, premier point, aller chercher la conviction du comité directeur des ressources humaines du groupe. Et ensuite, évidemment, présentation en COMEX de chacune des deux organisations du procès. Ça, c'est le point important parce qu'on a eu le feu vert pour lancer cette phase expérimentale, comme je vous le disais tout à l'heure, sur deux organisations du groupe. Après, c'est aussi trois comités qu'on a mis en place et qu'on a mis en visibilité.
Le premier comité, c'est un comité projet. Alors lui, il n'existe plus aujourd'hui, évidemment, hein, qui a été le comité qui a, j'allais dire, bâti la démarche, échangé avec les prestataires, avec beaucoup d'allers-retours. On s'est beaucoup attaché à ce qu'il y ait beaucoup d'allers-retours dans toutes les phases de construction de la démarche pour que l'appropriation soit totale. Et puis, une fois que nous avons fait ce sujet-là, on a mis en place un comité de médiation. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un comité de médiation? Ben, j'allais dire comme son nom l'indique, c'est un comité qui réunit les deux GBU en fait, hein, les deux GBU pour en faire un comité de mise en place et de lancement j'allais dire qu'il y a un peu le garant de l'éthique de ce que nous mettons en place. J'y reviendrai, mais il y a des points importants sur l'éthique de la médiation, sur est-ce que un cas est éligible ou pas à un cas de médiation, etc., etc. Tout ça, c'est des points très importants pour ancrer le processus dans l'organisation. Et puis, le troisième point, c'est un comité de pilotage qui, lui, est en position un peu plus méta, c'est-à-dire qu'il laisse les différentes médiations s'organiser dans les deux GBU et qui, au bout d'un an, fait un retour d'expérience avec toutes les parties prenantes et qui donne un peu les propositions pour l'année à venir. Alors, je vais revenir rapidement sur ce qui, je pense, devrait vous intéresser, c'est le comité de médiation. Le comité de médiation, en fait, il a pour vocation de maîtriser la demande de médiation. Les sollicitations. La sollicitation, voilà. Ouais, Quand les personnes sollicitent ou... Voilà. Alors, elle sollicite soit un RH de proximité, soit c'est un RH qui face au sujet, dit, ben, c'est telle situation. Est-ce que c'est un cas de médiation ou pas? Et là, le comité de médiation analyse la demande. D'accord? Et il analyse la demande et évidemment, alors jusqu'à maintenant, ça a toujours été positif. Si l'analyse est positive, alors on rentre là pour le coup dans le processus de médiation connu, c'est-à-dire qu'on s'assure bien du volontariat des parties pour rentrer en médiation. Suite à ça, le comité de médiation va désigner un. Alors, Ali, au départ, c'était un, mais nos médiateurs ont dit non, nous, on veut être deux, parce que on n'a jamais fait ça de notre vie, même si on a été très bien formés. Il faut quand même que quand on est lancé, on ait des appuis et qu'on se soutienne un peu en miroir par rapport à nos médiations. Et puis les premières médiations leur ont appris que c'était un système qu'ils appréciaient dans le mode de fonctionnement. D'être à deux en comédiation, en Ouais, fait. ils ont vraiment trouvé un intérêt, ce côté miroir, ce côté je pense que ça les a rassurés, mais aujourd'hui, en plus, c'est une communauté qui s'est créée dans l'organisation. Bien sûr, c'est 10 médiateurs, et j'espère qu'il y en aura beaucoup plus. C'est une communauté, ils ont leur propre boucle, je le sais sans le savoir, mais ils ont leur propre boucle d'échange. Voilà. Alors, nous c'est pas WhatsApp, c'est Telegram. Je vais pas faire de la pub pour les produits maison, mais bon, ils ont une boucle sur laquelle ils échangent. Donc voilà, ils pensent, ils estiment important que ce soit eux qui drivent cette médiation. Et point important, parce que je pense que vous me poserez des questions après sur l'impartialité, sur l'indépendance et la neutralité. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont les médiateurs d'une GBU qui interviennent dans l'autre GBU. Hein, je vous ai dit tout à l'heure que c'est deux GBU qui représentent 20 000 personnes. Donc, l'une en fait 14 000, l'autre 7 000, peu importe. Mais ce sont les équipes d'une GBU qui interviennent dans l'autre GBU et vice-versa. Voilà. Et tu me disais même qu'en comédiation, ça les rassurait sur le fait qu'il y en ait au moins un qui soit, comment dire, il y a sur la partie de neutralité, impartialité, qui peuvent être des moments parfois pas faciles quand on est dans une organisation générale. Et c'est une façon aussi pour eux de tenir la posture. Absolument. Ils ont été très marqués par, encore une fois, ces 3 points qui pour eux sont vraiment très importants. Et ils attendent de leurs collègues en position de médiation d'avoir un peu cette corde de rappel et que la posture soit assurée, en effet. Ouais. Et tu mets d'autres choses très importantes aussi sur la médiation, en ce qui concerne, là, pour le coup, les médiations que vous faites. Tu m'as dit,
pour moi, c'est pas l'accord qui compte, c'est la reprise du dialogue. Ouais. Tu peux expliquer ça? Oui. Alors ça, c'est notre expérience commune, parce qu'on en parle beaucoup. Euh, Pas de médiation sans dialogue. C'est-à-dire que tant que ce sujet-là n'est pas vraiment validé, alors on se le dit, c'est pas une règle qu'on a écrite, c'est pas, comment dire, un must-have dans le processus de médiation, quoique, enfin, si on regarde bien ce qui nous est enseigné, c'est quand même, ça fait partie des fondamentaux. Mais tant que le dialogue n'est réellement pas rétabli, c'est-à-dire que tant que réellement les deux personnes ne s'adressent pas l'une à l'autre, avec, je dirais, l'effacement du médiateur, on se dit, alors c'est notre expérience, hein, on ne dit pas qu'on a qu'on a la vérité, hein. On se dit que c'est pas la peine d'aller plus loin. Parce que on observe que un dialogue non établi fait qu'à un moment ou à un autre, on a un effet retard qui peut polluer la médiation. Alors, quand on est des Tu dirais médiateurs, c'est bancal, quoi. Il y c'est a quelque chose bancal, qui ne ouais. s'est pas produit, il n'y a pas eu de Ouais, compréhension ou de reconnaissance sur des points clés ou c'est ça, d'explication sur les désaccords clés. complètement. Et ça va reflancher dans les semaines ou les mois qui vont suivre. Parce que les gens Oh, vivent ensemble, quoi. Ils vivent, oui. travaillent tout le temps ensemble. Et, Ouais. donc la clé, c'est le dialogue, Ah oui, tant d'abord. que ça, c'est pareil. Et j'ai même des personnes qui sont tellement convaincues de ça dans les équipes de médiation qui disent moi j'arrête. Vous savez, le médiateur peut aussi se retirer à tout moment, hein. Donc ils disent très clairement moi, vous ne parlez pas, je ne suis pas là pour ça, donc voilà, on arrête. Ils sont très très ancrés là-dessus. Et alors, je pense que des médiateurs plus expérimentés comme ceux qui sont là aujourd'hui ou ceux qui assistent à la réunion savent par, j'allais dire, l'habitude, probablement pouvoir raconter L'expérience. cette situation par l'expérience. Mais là, les équipes de médiation sont intraitables sur la question et disent sans qu'ils ne se parlent pas, tous les outils qu'on a appris derrière, ils vont nous servir à pas grand-chose. Ok, donc ça, c'est des choses importantes pour vous, la Ouais. reprise du dialogue. Et puis ensuite, si le dialogue se poursuit, qu'il débouche sur des points d'accord, eh ben, c'est tant mieux, c'est Ouais, encore mieux. ouais. Mais en tout cas, et pour toi, c'est la clé parce que les personnes sont considérées comme responsables de ce qui s'est passé. Et dans cette responsabilité-là, il y a la responsabilité de reprendre aussi une Ouais. discussion et un échange C'est les deux et de grands, s'autonomiser. ouais, c'est les deux grands apports de la médiation et c'est les retours que l'on a des salariés eux-mêmes, hein, qui sont passés en médiation. C'est effectivement ces notions de responsabilité et d'autonomie qui, quand elles sont vraiment ancrées de part et d'autre de la médiation, euh, sont les conditions essentielles de succès. En fait, la médiation fonctionne parce que les deux parties prenantes, à un moment, déclenchent leur propre responsabilité et leur propre autonomie dans leur processus. Et c'est là où, évidemment, le résultat est... Alors, on reviendra sûrement sur ces points-là avec des Ouais, questions des participants ouais. dans la salle ou qui sont derrière l'écran. Tu voulais dire un mot sur les représentants du personnel? Oui, alors au début, on a été un peu comme une poule devant un couteau, hein. Alors, il faut savoir que les OS, ça représente quelque chose, hein. Les organisations syndicales. Ouais, les organisations syndicales, c'est une entreprise qui a une forte culture du dialogue social, avec des organisations syndicales très implantées et très matures, très professionnelles, et qui connaissent vraiment leur sujet sur le bout des ongles. La CFDT, la première organisation syndicale. Ensuite, on a CGC, CGC, CGT, CFTC. Voilà. Bon. Ce qu'on a fait, c'est que là aussi, on a adressé le sujet au plus haut niveau. Parce qu'il se trouve que les deux GBU, en plus, les délégués syndicaux centraux du groupe Sont dans les deux sont GBU. dans les deux GBU. Ouais. Donc on s'est dit que c'était quand même un peu moche si on lançait l'opération sans leur en parler, compte tenu des responsabilités qu'ils exercent aussi au niveau du groupe. Donc on les a vus, on a eu une réunion avec eux. Ça a été très intéressant. On va dire qu'on a eu, comment dire ça, une indifférence bienveillante. Voilà. Pour dire que ce qui pour nous était vraiment un vrai succès et le fait qu'on avait probablement pas trop mal présenté notre affaire.
Et donc, ça s'est bien passé. Après, on a refait la même chose au niveau des différentes sociétés des activités mondiales, là. Et évidemment, à partir du moment où le central a, a manifesté le sentiment dont je vous ai parlé, ça s'est très bien passé, à un point tel que lors des séances suivantes, nous avons ouvert la possibilité à des représentants du personnel d'assister en tant que stagiaire, hein, pas en tant qu'observateur, à la Formation. formation sur la posture de médiateur dans Ils sont venus. relations. Ils sont Certains venus. sont venus. Oui, oui, tout Ils à sont fait. venus de toutes les organisations syndicales. Ouais. Et alors ça m'a fait marrer quand j'ai dit, mais c'est vrai que pour l'un d'entre eux, ça a été une, je vais pas employer le terme que j'ai employé avec toi, mais ça a été une révélation. Euh, une révélation en point tel que quelqu'un qui était quand même très sensible dans le relationnel, qui pouvait s'emporter très rapidement, qui pouvait être assez, avec des jugements assez définitifs, qui partait très vite dans des relations ad hominem, pour le coup, nous a dit, je crois que j'ai trouvé ma voie, je veux continuer là-dedans. Donc, il est probable que le On le CMAP, revoit. ouais, ouais, Ok, très bien. est vraiment, je pense que le fait qu'il ait vu que c'était vraiment quelque chose où on adressait l'autonomie, la responsabilité des gens, où on leur disait, vous voulez le faire, c'est bien, vous voulez pas le faire, c'est bien aussi, ça l'a complètement libéré de la vision qu'il pouvait avoir d'une décision, je dirais, portée par la direction, et qui a fait il est parti très naturellement dans le sujet. Maintenant, tout n'est pas un fleuve tranquille. Alors, le fleuve tranquille, certaines organisations disent médiation et représentants du personnel. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible parce que nous, on est les défenseurs des salariés, par définition et par construction. Donc, on n'est pas là pour trouver des solutions entre des personnes qui sont en conflit interpersonnel. Et puis, au-delà de ça, c'est enfin, ils n'ont pas employé ce terme-là. Mais enfin, ça voulait dire un peu ça, c'est en fait euh, l'obligation d'assurer la santé et la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, c'est la vôtre, c'est pas la mienne. C'est une responsabilité de l'employeur. Voilà, et c'est une obligation de résultat. Ouais. Donc, avec ça, ben, débrouillez-vous, nous, on ne va pas rentrer dans le sujet. Ouais. En revanche, on ne fera pas d'opposition si on nous demande d'assister un salarié dans le cadre d'une médiation. Ça, on le fera volontiers, mais on ne rentrera pas dans le processus en tant que médiateur. Alors que certaines organes syndicales sont rentrées dans le sujet, à un point tel que j'ai adressé à mon ami Pierre un tract de la CFDT. Alors, je ne fais pas la pub de la CFDT, je n'ai aucune, comment dire, je ne défends aucune carte, mais là, on est en phase d'élection de représentants du personnel. On a un cycle qui va arriver au mois de novembre. Et donc, ils ont fait un tract, vous avez des idées, vous voulez agir. Donc, la CFDT recrute, et je trouve que c'est vachement bien fait en plus ce tract. Et donc, ils ont fait ça sous l'angle d'une fiche emploi, en fait, d'accord? C'est-à-dire que vous rentrez à la CFDT, ben, vous pouvez être négociateur, spécialiste économique, délégué QVT et SSCP, animateur d'équipe, responsable du droit, conseiller du salarié, porte-parole, relais des salariés, architecte du dialogue social, chef de projet social, qui sont des métiers qu'on a chez nous, hein, architecte logiciel, chef de projet, donc ça sonne très bien dans les oreilles des salariés, responsable de stratégie électorale. Et puis, cette année, alors là, j'étais ravi, moi j'ai mis un grand coup de surligneur, médiateur. Et je me dis que ma foi, c'est pas mal, hein. Voilà, c'est pas mal. Voilà, donc voilà pour les relations avec les représentants du personnel. Voilà, évidemment, hein, c'est une première pierre, hein. Il va falloir construire le reste du bâtiment, mais enfin bon, je préfère démarrer comme ça. En introduction, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aurais voulu dire avant qu'on passe aux questions? Je sais pas, je suis très bavard, donc Non, non, c'est toi qui vas me c'était dire ce que peut-être rapidement pour vous ressaisir, pour vous remettre l'échelle de temps, c'est un processus qui est long. Il ne faut pas croire qu'on a dit qu'on faisait ça et puis que ça s'est démultiplié par miracle et que tout le monde a acheté le système. C'est beaucoup plus compliqué que ça, hein. Donc, c'est un processus. Les premières propositions ou les premières présentations, on les a faites en septembre 2022.
dans nos différents comités de direction dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le pilote, c'était donc en 2023. Et on déroule depuis mai 2023 avec une poussée sur la posture et Le séminaire de 2 jours, c'est ça que tu veux ouais, dire? c'est ça, la Jusqu'à massification fin 2024, mi-2024, 2024. Et là, on va reprendre parce qu'on a d'autres demandes. d'autres demandes. Et alors, ouais, c'est long. Ouais. Ça vient pas spontanément. Il faut savoir qu'on a mis des sites intranet spécialisés avec une interview de mon collègue et mon propre interview. On a fait témoigner des médiateurs. Enfin voilà, on a fait ça de manière assez massive. Il y a eu quelques médiations Et il y déjà. a eu quelques médiations. Et il faut pas désespérer. Voilà. C'est-à-dire que j'avais travaillé, je participe à un petit groupe de travail là avec différents médiateurs dans le milieu de la défense. Et je m'étais rapproché du médiateur de la gendarmerie parce que c'est un corps énorme, la gendarmerie, il y a un grand nombre de personnes. Et c'est une médiatrice en fait qui m'avait dit ne vous inquiétez pas, au début vous aurez une grande frustration parce que vous aurez peu de demandes. Et ça n'a pas raté, on a eu, je crois, 3 ou 4 demandes de médiation à peine depuis le début. Mais en fait, ce qui compte, c'est que ça se sache, que ça marche, que ce soit crédible et que ça s'instille dans le temps. Et pour s'instiller dans le temps, moi j'aime bien cette image de l'effet percolateur. Il y a le processus lui-même, mais il y a aussi les postures. Un RH qui est en posture de médiation dans la gestion des conflits interpersonnels crédibilise par lui-même ce que c'est que la médiation et sa mise en œuvre par la suite. Donc, je dirais que c'est un cercle vertueux. Voilà. Et tu m'as dit que tu commençais à vous poser la question pour les managers de Ouais. sensibilisation. Oui. Alors ça, c'est mon rêve. Mais je pense que le rêve va devenir réalité puisqu'on a quelques managers de haut niveau qui ont souhaité en savoir plus. Il y en a qui ont bouquiné. C'est-à-dire que j'avais des petits bouquins de médiation dans mon bureau et je leur ai dit c'est libre. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Et donc, la fonction crée l'organe. Apparemment, et certains d'entre eux souhaitent au moins s'informer parce que médiation, c'est une médiation, quand même, on se met soi-même, On s'expose. on s'expose. On se met un peu à nu. Ah ouais. Et si on se met pas à nu, de toute façon, les participants le voient. Donc, pour un manager qui est rassuré par sa position statutaire, c'est pas toujours confortable de regarder ça de près. Voilà. Mais moi, mon ambition, finalement, c'est de déployer au moins la posture, si ce n'est la fonction, au sein de l'organisation et au niveau des opérations. Merci Pierre-Henri. Ça te va si on passe aux Ah, questions? moi, tout me va. Eh ben, c'est parfait. Jacques, on procède comment pour les questions? Question, c'est vraiment d'abord priorité à ceux qui sont là. Donc, s'il y a des questions, J'en ai quelques-unes. oui, qui ont été posées sur le chat. Il y a des questions dans la salle? Une question, vous parliez des managers. Ouais. Les managers, dans le rôle, dans leur fonctionnement, ils doivent assurer que leurs équipes s'entendent, que tout se passe bien, que tout fonctionne bien. Est-ce qu'il n'y a pas eu par méconnaissance, une frustration ou une punition de la part du management où ils ont eu le sentiment d'être dépossédés un peu de leur rôle, ou est-ce que vraiment ils sont pris ça comme une aide supplémentaire à leur management? Juste pour résumer ta question et pour que nos auditeurs l'entendent, ta question c'est les managers, est-ce qu'ils ne se sentent pas dépossédés si on fait intervenir une médiation dans leur service et dans leur Voilà, équipe? exactement. C'est ça ta question. Oui, exactement. Pierre-Henri, qu'est-ce que... Ouais, c'est une très bonne question. D'abord, un sujet de contextualisation. Je vous ai dit tout à l'heure que la pandémie avait engagé ou avait eu pour effet d'avoir des conflits interpersonnels assez importants. Parallèlement à ça, il y a une étude qui est passée un peu sous les radars qui date de 2017, mais qui s'avère réelle aujourd'hui sur le manager dans l'organisation. Aujourd'hui, euh, c'est plus un job qui fait rêver. C'est plus un job qui fait rêver et ce n'est plus le Graal de développement personnel dans une organisation à un point tel que
beaucoup de talents veulent plutôt s'orienter vers des métiers d'experts que des métiers de manager. Voilà. Donc, premier point, on a au niveau de l'intérêt pour le poste de manager, c'est un peu Alors, cet intérêt, justement, et c'est là où ça rejoint votre question, cet intérêt fait que celui qui est en position de manager aujourd'hui et qui accepte ce poste de manager, par rapport à l'ambiance générale, si je peux me permettre, il n'est pas nécessairement rassuré quand il prend cette fonction. Donc déjà, il est un peu dans une situation d'inconfort. Et c'est vrai que quand des conflits interpersonnels éclatent dans une organisation, ça ne fait que redoubler la difficulté pour lui ou pour elle. C'est doute. Ouais, c'est doute, et puis ça le renvoie aussi à sa posture de manager. Donc, bon. Et, euh, et bon, enfin, je vais enfoncer une porte ouverte, hein. Aujourd'hui, le commandement, c'est dans les organisations. C'est pas nécessairement ce qui fonctionne le mieux. Donc, il y a un peu, de toute façon, on se fait rattraper par la réalité. Donc, il faut petit à petit que celui-ci comprenne au travers d'une posture de médiateur qu'en fait, c'est gagnant-gagnant dans la notion de développement de ces équipes. C'est-à-dire que accepter et être volontaire, hein, je reviens toujours parce que là encore, un manager qui ne veut pas l'entendre parler, c'est pas la peine. On va user le soleil parce que de deux choses l'une, ou ça va être un refus massif, ou au contraire, c'est le bon élève qui va vouloir absolument appliquer une règle anti-camp des boîtes et le remède est pire que le mal. Donc, dans les deux cas, c'est pas une bonne solution. Mais en revanche, un manager qui comprend pardon, l'intérêt, le développement de ses propres people au travers de la mise en place de la médiation, être renforcé dans sa propre posture de manager, pour le coup, parce qu'il est conçu, parce qu'il est compris comme étant un développeur de femmes et d'hommes dans l'organisation. Aujourd'hui, que demandent les salariés? C'est d'avoir un sens et une vision par rapport à ce qu'ils font. Donc voilà, la réponse est un peu longue, mais je pense que c'est vertueux à partir du moment où le manager s'approprie la médiation comme un outil de développement de ses équipes. Voilà. Je peux compléter juste par un point, c'est que la question se pose également pour les RH et Oui. pour les DRH qui ont la même question et la même interrogation, et puis le même doute par rapport à l'intervention d'un tiers extérieur, même s'il est dans l'entreprise, dans un conflit dont on peut penser qu'ils ont la responsabilité de les régler. Très fréquemment, moi, quand j'interviens en entreprise sur des médiations dans lesquelles il y a des salariés, je vois toujours le médiateur du niveau au-dessus du lieu de la médiation pour qu'il comprenne ce que je vais faire et en quoi, sans lui expliquer en quoi, mais qu'il comprenne implicitement qu'en fait, je ne fais pas son boulot. Je résous un problème de relation interpersonnelle, le temps qu'il faut, et c'est généralement très court, et ensuite, il garde toute sa place, il reprend toute sa place. Mais étant souvent jugé parti dans les situations, il est moins bien placé finalement pour être ce personnage neutre et impartial que peut être un médiateur aussi bien interne qu'externe. Voilà. Donc ça demande un peu d'explication. Oui, c'est vrai, tout à fait. Ouais. Mais le RH avait la même question, hein. Et pourtant, ils ont eu énormément d'appétence pour faire ce job-là et pour inciter à ce qu'il y ait des résolutions de conflits de cette façon-là. Voilà. Juste un point de précision, il faut que ce soit un vrai conflit, hein. C'est-à-dire, si tu veux dire, alors, Non, parce que explique. il faut que le conflit ait une forme sérieuse et durable. Pas une dispute. C'est pas parce qu'on a une dispute que voilà, il faut tout Ça remettre devient grave. en perspective. C'est ça que tu veux dire. Ça devient en Ouais, tout cas difficilement réversible. voilà, il faut que ce soit voilà, parce que j'ai parlé de dette tout à l'heure du conflit. À l'inverse, on voit bien aujourd'hui, tu sais, c'est comme les histoires en Corse, mon cher Pierre. Ouais. Ou au Pays Basque. Ou au Pays Basque. Vous savez, les conflits de famille où vous savez même plus quelle est l'origine, mais on sait qu'on est fâché. Voilà. Et ça, on le sait. Donc, il y a cette dette qui existe dans les organisations, hein, et qu'on va ressortir à l'occasion de relations professionnelles qu'on n'attendait pas. Donc ça, c'est des points vachement importants. Oui. Jade, on prend encore deux, trois questions dans la salle et puis ensuite on prend les tiennes. Jade pose les questions des personnes qui sont à l'écran. Oui, Alors justement, quand on parle de vrai conflit, quel est le déclencheur qui est indiqué au RRH, au manager pour déclencher une demande. Une demande. C'est quoi les... Qu'est-ce qui déclenche la demande de médiation? C'est plus facile avec très sincèrement, les salariés, j'ai pas eu de demande aujourd'hui de salariés.
Je veux dire direct. Non. Voilà, ça passe par un canal. Les deux canaux existent. Hein, quand on présente, vous avez au même titre que je vous parlais de la possibilité d'avoir une alerte éthique dans l'organisation, qu'on a beaucoup de boîtes. Ce canal-là, il est quand même privilégié encore aujourd'hui par les salariés. Hein. Statistiquement, il faut reconnaître que c'est ça qui est le. Bon. Donc plutôt le RH, d'accord? Et Le prescripteur, en fait. qui est vraiment le prescripteur, et c'est lui qui vraiment, face à une situation, de par la formation, hein, va être amené à proposer. Et qui va faire l'invitation à aller en médiation au Il va la partenaire. proposer. Il va la Ouais, proposer. il va la proposer. Après, on passe par le comité de médiation quand même Pour valider. voilà, pour valider le sujet. Et ensuite, on va s'assurer du volontariat de chacune des parties. On va leur expliquer, évidemment, et de leur volontariat pour rentrer en médiation. D'où finalement l'importance d'avoir ces RH qui sont sensibilisés. Ah, mais c'est essentiel. Ça nourrit le. Et encore, que ce soit vraiment quelque chose qui porte à nous. Là aussi, c'est comme pour le manager. Hein. C'est pas la peine de vouloir pousser quelqu'un à être dans un processus-là. S'il ne veut pas, s'il ne peut pas, ça sert à rien. Une petite question, de qui est composé ce comité de médiation? Alors, c'est le comité de médiation. Alors là, je vais prendre Oui, prends tes notes. en toute modestie, je vais prendre des notes pour pas que j'oublie des personnes dans ces cas-là. Alors, il y a le DRH de la GBU, il y a le directeur des relations sociales de la société concernée, il y a le juriste du périmètre concerné, il y a un médiateur de la GBU concernée et il y a le HRBP de la fonction, c'est-à-dire la personne qui a amené le sujet. Le RH local, le RH on va dire. local et qui a amené le sujet. Voilà. Pour avoir assisté de chez moi, on n'a pas. Alors moi, je suis assez. J'ai une conception assez ouverte du sujet. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le RH fait une proposition de médiation, a déjà eu un échange avec le salarié sur le sujet, moi, j'ai pas envie d'être bloquant par rapport à la question. Oui, tu préfères que ça avance. Ouais. Voilà. OK. D'autres questions? Allez, vas-y. Technique de médiation dans le texte que sur l'architecture globale de la Technique de médiation, c'est ça que tu dis? Oui, sur la reprise du dialogue. Oui, vas-y. Donc, quels sont en médiation interne les outils particuliers, techniques, les exemples exceptionnels que vous pourriez citer pour changer la donne quand le dialogue ne reprend pas? Quelles sont les techniques de médiation qu'on utilise en médiation interne pour que le dialogue reprenne? Les mêmes. Enfin, c'est ça. Là, pour le coup, c'est un tronc commun, c'est-à-dire que tout ce que nous avons appris sur l'écoute active, sur la reformulation, sur le fait que le médiateur doit être vraiment en position méta, ne jamais s'impliquer dans la discussion, qu'il doit être authentique, qu'il doit être congruent et qu'il doit être bienveillant. Enfin, tous ces sujets-là, tous ces outils qu'on a tous appris là, en phase de démarrage de médiation, ils sont essentiels et essentiels à valider en permanence. D'où l'idée du duo qui me séduit pas mal. De la comédiation, ouais, de voir vraiment. En fait, on est un peu dans un système de pilotage, hein, et il faut faire du check point par point. Si on ne fait pas d'écoute active, il faut. Voilà. Et surtout ce côté qui est très compliqué au départ, hein, de ne pas du tout s'impliquer dans la discussion. Ça, c'est un point. Ouais. Et puis le dialogue, c'est deux Intéressant. personnes. Le dialogue, c'est deux personnes qui vraiment questions, réponses, enfin, qui s'approprient le sujet, quoi. Tant que ce point-là n'est pas. Alors ça, juste pour compléter la réponse de Pierre-Henri, en médiation intra, donc dans l'entreprise, c'est des conflits très interpersonnels. On n'est pas sur des sujets d'hyper-technicité avec des listes de dizaines de désaccords sur des sujets précis et identifiables. C'est devenu, comme le dit Pierre-Henri, comme un conflit familial, dire on ne sait plus pourquoi, mais on sait qu'on s'engueule et que c'est un gros connard, celui qui est en face de moi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc l'écoute active, c'est 90% de la moitié de la médiation au début. Et c'est ça qui va faire qu'il va y avoir, avec cette écoute, de part et d'autre, et du médiateur,
faire en sorte que chacun comprenne pourquoi l'autre, finalement, il est plus d'accord avec lui, qu'ils se parlent plus, qu'ils sont fâchés depuis des semaines ou des mois. Et petit à petit, ils vont pouvoir s'expliquer sur leurs désaccords, qui sont des désaccords essentiellement relationnels, basés sur des histoires qui sont d'ordre relationnel. Et en décortiquant ça, ils vont avoir ou pas envie de se reparler. Donc, on n'est pas sur une multitude de choses. C'est souvent des éléments simples de la vie courante professionnelle. Alors, parfois, il y a des résonances dans la vie privée parce que ça dépend aussi où on se trouve en région. Et c'est comme ça que. Et c'est là où c'est vrai que le double regard, et moi, j'aime dire souvent homme-femme quand c'est possible, le double regard en comédiation enrichit encore plus et accélère finalement le processus d'écoute active des médiateurs pour aider les parties à se comprendre. Et là, la reconnaissance, la compréhension mutuelle, elle est absolument fondamentale sur ce que l'autre n'a pas compris de ce que j'ai fait. Et de ce que je n'ai pas compris de ce qu'il a fait, parce que c'était ça l'objet du conflit. J'espère que je n'ai pas été trop long. Pas du tout, enfin pour moi non, mais en revanche, un point complémentaire qui me paraît essentiel, c'est l'authenticité de la posture. Rien de pire, alors on a tous évidemment. Nos travers. Non, et puis on a bien compris avec les enseignements du CMAP qui sont très, ah oui, merci, très, bien de le précis rappeler. sur le sujet. On a bien compris qu'on a un peu une feuille de route, hein, la fameuse fiche là d'entrée où on check à chaque fois. Ok, c'est important. Il faut rater aucune étape. En même temps, il faut être extrêmement authentique dans la posture. Enfin, pardon. Il convient d'être. Il convient ou ça marche bien quand on est très authentique. Les médiateurs qui ont les bonnes ondes, j'allais dire, dans l'organisation sont ceux qui se posent de manière très authentique dans le processus de médiation. Pour qui ne laissent aucun doute sur le fait que quand ils disent si je me sens pas par rapport à ce qui se passe, je me retirerai. Il ne dit pas et alors j'aurai la liberté de me retirer comme vous aurez la liberté de. Non, c'est vraiment des gens qui disent écoutez, moi, si ça ne me va pas, je me retirerai. Et là, les parties l'entendent. Et cette posture d'authenticité, me semble-t-il, Elle est fondamentale. Elle est fondamentale pour le succès du processus. Ouais. Pour rebondir, c'est la même question. Vas-y. C'est long même. L'intérêt d'avoir un réponse. En termes de méthodologie, en fait, on serait plutôt sur l'incitant dans les apartés, des apartés au démarrage, si on n'en pas, ou alors on est plutôt dans les. Non, c'est le même principe, c'est-à-dire alors on peut faire l'habitude, l'usage, on va dire, c'est de faire des entretiens individuels séparés préalables à la plénière, mais ça, c'est pas médiation, ça prépare la rencontre, parce que sinon, ça va être explosif, trop explosif, mais ça le sera de toute façon. Et ensuite, on fait des apartés pendant la médiation. Ça, c'est le classique habituel. Voilà. Voilà. Oui, ça, il faut le soigner, par contre. Ouais. On ne va pas être trop long sur un point particulier, mais est-ce qu'il y a d'autres, Jade? Alors, juste pour rebondir sur ce que vous dites, sur les aspects de confidentialité de la médiation, d'un côté, et l'indépendance et l'impartialité du médiateur. Yes. Alors, quelles sont les difficultés dans le cadre de ce format-là pour préserver la confidentialité d'une part et l'indépendance et l'impartialité d'autre part? Il peut ne pas être très évident dans le cadre de l'entreprise. Alors, d'abord, il y a un processus et il y a des outils qui sont attachés à ce processus. Donc, il y a un accord d'entrée en médiation interne. Alors, je suis désolé, je ne peux pas. Voilà, il est là. Il y a un accord de médiation interne qui est d'entrée en médiation interne, qui est signé par toutes les parties. Hein. Enfin, je vous la fais simple, mais le respect d'une confidentialité absolue vis-à-vis de tous les propos échangés, tous les courriers ou documents éventuels relatifs au processus de médiation, entre les parties ou entre elles et le médiateur, des informations et propositions d'accord transmises entre les parties. Seul un accord écrit et signé par toutes les parties permettant de déconfidentialiser toute ou partie des échanges de la solution trouvée au terme de la médiation. Donc vraiment, on est très clair là-dessus et on dit les mêmes engagements s'appliqueront à toute personne susceptible d'être présente au cours du processus de médiation, tiers, expert, etc., et qui devra signer le présent accord. D'accord? Le médiateur s'engage à ne fournir aucun rapport sur le contenu de la médiation à qui que ce soit et à quelque personne que ce soit. Voilà. Donc ça, je dirais, et l'engagement de confidentialité du médiateur subsistera après la fin de la médiation. Donc, accord de médiation, d'entrée en médiation. Entre les parties et le médiateur. Et ensuite, un document de fin de médiation. Voilà pour le processus. Et une charte.
de la médiation interne au sein des deux GBU. Je vais vous en économiser la lecture. Mais qui rappelle les principes, rappelle le principe, l'éthique, la la mode de déontologie. saisine, la déontologie, le choix du médiateur, son rôle, le déroulement de la médiation, et puis la durée, le lieu, la fin, etc. Donc, tout ça, c'est consigné dans des documents qui sont publics. C'est-à-dire quand vous allez sur le site de la médiation dont je vous parlais tout à l'heure, tous ces documents sont en ligne. Après, beaucoup plus important que tout cela, et qui existe, c'est l'éthique du médiateur. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il faut que les personnes qui veulent continuer à être médiateurs ou qui veulent se poser en médiateur, c'est une éthique personnelle. Et là, c'est là où j'insiste beaucoup sur volontariat, conviction, éthique. Sinon, de toute façon, vous savez, à l'échelle d'organisations comme les nôtres, ça part comme une traînée de poudre. Celui ou celle qui ne respectera pas ça, un, se décrédibilise, deux, tue le processus. Donc là, d'où la nécessité. Alors, je ne fais pas de sélection pour les personnes qui veulent se positionner comme médiateurs. En revanche, on a quand même un entretien très approfondi pour vraiment valider, non pas au sens du jugement, mais valider sur l'appropriation par la personne concernée de son attachement à ces sujets. D'autres questions dans D'autres questions? Vous avez une question? C'était un peu au final un résumé par rapport aux managers et aux RH. Effectivement, vous faisiez le point commun a priori, c'est dans leur fonction première, d'où l'intérêt de les former. Mais ils peuvent se sentir dépossédés. Donc, comment on lâche finalement ce pouvoir et par rapport au faux conflit, enfin, vrai conflit et faux conflit, est-ce que la question dans le processus de savoir est-ce que ça relève de l'interne ou est-ce que ça relève de l'externe, est-ce que justement ça ne rejoint pas? Il y a deux questions à se poser. C'est un, l'indépendance et le niveau de confidentialité dans lequel on va devoir rentrer et les confidences que les salariés vont devoir faire ou pas. Et d'autre part, c'est l'enquistement du conflit ou l'escalade du conflit. À quel niveau on en est? Est-ce que c'est un premier niveau de relation interpersonnelle ou est-ce qu'on est vraiment à la volonté de tuer l'autre, entre guillemets, une coopération possible? Et la dernière question, vous rejoignez, c'est est-ce que tout le monde peut être médiateur au final? Ben voilà. euh, alors, il y a plusieurs plusieurs questions points importants dans votre, dans votre plusieurs sujet. questions dans la question. Premier point, c'est que je pense que quand il y a un conflit vraiment très, très enquisté, et j'ai oublié de le préciser, qui date, hein, je parle de la dette du conflit, on a aussi la possibilité d'adresser des médiateurs tiers extérieurs à l'organisation. Je vous avoue que je suis plutôt enclin sur des sujets comme celui-là à proposer, même si on a proposé le principe de la médiation, mais je suis plutôt enclin et nous sommes plutôt enclins parce on est vraiment quand on a discuté ensemble, à aller chercher un médiateur. On a eu un sujet comme celui-là. Ils sont venus nous voir en disant, tiens, on a ça qui dure depuis 5 ans, là, ça serait bien que la médiation, on leur a dit non. Enfin, en tout cas, nous, on ne se sent pas, collectivement, on ne se sent pas d'adresser ce sujet-là en démarrage et on a proposé en revanche parce que ça nous a permis quand même d'illustrer ce que c'est que la médiation, comment ça fonctionne, quelles sont les zones d'intérêt, etc. Donc ça nous a permis d'aller chercher un médiateur extérieur. C'est une médiation d'ailleurs qui est toujours en cours. Voilà, donc ça c'est le premier point. Sur le manager, enfin je sais pas, je pense. On y a répondu sur manager RH, on y a répondu. Sujet. Ouais. Et sur confidentialité, indépendance, impartialité, il y avait un fond de question encore ou c'était juste pour dire ce qu'on avait donné? Quels critères finalement pour vous sur la distinction entre les interventions qui peuvent être faites en interne et celles en externe? Et celles Sachant finalement il faut déléguer parce que l'importance ou la densité du conflit, voire le niveau hiérarchique du conflit, ça peut jouer. Alors, la deuxième chose, ce que disait Pierre-Henri, c'est que le médiateur d'une BU n'intervient pas dans sa BU. c'est ça. Il intervient dans une autre organisation dans laquelle il ne l'a pas a priori, en tout cas, il va être perçu comme étant indépendant et donc pouvant être neutre et impartial. C'est ça l'idée. C'est exactement ça. Voilà. Donc c'est ça qui garantit, d'une certaine manière, entre l'interne et l'externe. Ouais.
Et la comédiation, par ailleurs, en interne. Ouais. Mais on peut faire aussi de la comédiation avec un médiateur interne et un médiateur externe. Ouais. Je ne l'ai pas évoqué parce que ça ne s'est pas présenté, mais ça peut se présenter aussi. Il y en a, oui, c'est ça, absolument. D'autres questions? Jade ou... Oui. Oui. Madame et madame. Ouais. Madame. Juste Madame. une question sur l'après-médiation et le suivi. Est-ce que ce sont les mêmes interlocuteurs qui continuent à suivre ou on arrête là et la posture du médiateur s'arrête? Et c'est la casquette RH qui reprend. Donc là, c'est le suivi post... Je le reprends juste pour le micro. Bien sûr. C'est le suivi post-médiation. Alors, le document de fin de médiation, qu'est-ce qu'il dit? Vous allez voir, il est très simple. Il a débuté à telle date, la médiation, avec Madame et Madame X. La présente médiation a pris fin. Les parties et les médiatrices restent tenues par l'obligation de confidentialité pour tous les propos courriers ou documents échangés entre les parties, ou entre elles et les médiatrices dans le cadre de la médiation. Point. Point. Et il nous semble que c'est très important, parce que c'est la suite logique de tout ce qu'on s'est dit précédemment. La médiation, elle appartient aux parties. C'est elles qui, ensemble, vont trouver une solution à leur litige. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on se dit? Vous vous êtes parlé, c'est OK. Fin de médiation, on constate la fin de médiation et on renforce la confidentialité. Mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Si une des parties appelle à nouveau, enfin après, on va être flexible dans le mode de fonctionnement. Si une partie appelle son RH ou rappelle le médiateur, on sera ouvert on veut en faire quelque chose aussi d'ouvert et de saisissable par tous. Mais ce qui nous paraît important, c'est que, encore une fois, on renforce beaucoup, beaucoup, beaucoup ce sujet de la responsabilité, de l'autonomie. Volontaire, libre, responsable. Et que, c'est ça, Ouais. et que ce sont les parties qui trouvent ou pas une solution qui les accompagne. Il n'y a pas de formalisme pour une médiation. Alors, vous faites très bien de m'en parler. Comme pour les médiations. Oui, de formaliser un accord et de signer un accord entre les parties pour dire qu'on est d'accord là-dessus. C'est un choix délibéré. Là, pour le coup, je vous avoue que j'ai été un peu directif. J'avais des juristes qui me sont arrivés avec des protocoles d'accord conventionnels qui étaient vraiment ciselés, hein, qui étaient vraiment super bien faits. Alors, ça, c'est une conviction personnelle. Et je sors de la médiation judiciaire, évidemment, hein, où il peut y avoir un protocole transactionnel qui intervienne dans une instance, etc., etc. Bon, mais la médiation dans l'entreprise, à ce niveau-là, j'ai vraiment souhaité, pardonnez-moi l'expression, la dépolluer de ce sujet, parce que je vous ai dit que c'est aussi un sujet qui est diablement un sujet de ressources humaines. Plus les gens sont, à mon sens, autonomes et responsables dans leur mode de fonctionnement. Et là, pour le coup, la médiation, c'est un outil de démonstration de sa propre autonomie, de sa propre responsabilité. Je veux aller vers l'autre ou je ne veux pas aller vers l'autre. OK? Donc, c'est un tel outil en termes de politique de RH que j'ai souhaité vraiment m'affranchir à ce stade de la partie transactionnelle, protocole, etc. Peut-être que ça interviendra. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Non, c'est un choix. C'est juste le document de fin de médiation. Encore une fois, là, je vais parler plutôt de mon expérience sur la médiation intra. C'est ce que j'ai fait exclusivement en judiciaire ou en conventionnel. Bien sûr, qu'en judiciaire, assez souvent, dans 90% des cas, on arrive à un accord. Ça, il est formalisé. Et parce qu'on est il faut rendre compte à un tribunal. Voilà, en tout cas, un magistrat. En intra, il n'y a pratiquement pas d'accord. C'est l'accord, il est verbal. Il peut être sur un PowerPoint, il peut être sur un bout de papier qu'ils ont écrit ensemble, mais il règle la situation avec le médiateur du conflit dans leur relation. Et donc, moi, ça a été ma plus grosse découverte dans la médiation intra, de voir qu'à partir du moment où ils étaient satisfaits d'avoir repris un dialogue qui devenait constructif et sur lequel ils pouvaient continuer à avoir des relations professionnelles courtoises à l'avenir, parce qu'ils travaillent côte à côte, si je puis dire, quasiment, c'est souvent dans des petites équipes ou des petits services, eh ben c'était bon, ils n'avaient pas besoin d'écrire quelque chose, de se mettre par écrit quelque chose. Donc l'accord, il est plus informel que formel dans ces cas-là.
Et moi, je te rejoins quand tu dis c'est la reprise du dialogue. À partir du moment où ce dialogue est devenu positif et constructif, il faudra, y compris, avancer après la médiation. Ça ne va pas s'arrêter là. Le processus ne s'arrête pas parce que le médiateur est parti. Il va continuer entre eux. Voilà. Ouais. Oui, une question là-bas et après une question là-bas. Allez-y. J'avais une question sur le comité de médiation. Je comprends qu'il instruisait la norme finalement. Il examine si oui ou non la médiation est pertinente dans ce cas-là. Je ne comprends pas très bien, par contre, comment vous l'avez composé, pourquoi il n'est pas composé uniquement de médiateurs, hein, pourquoi réunir, si j'ai bien compris, une demi-douzaine de personnes, autour de la RH, le manager concerné, etc. Non, il n'y a pas le manager, hein. C'est vraiment intra-RH. Alors l'intérêt, c'est quand même d'aiguiller. C'est-à-dire que je vous ai dit tout à l'heure que il doit y avoir une forme sérieuse et durable. Et une forme sérieuse et durable, vous avez une arborescence très importante autour de cette phrase forme sérieuse et durable. Parce que ça peut aller d'un conflit personnel à un contentieux, par exemple. D'où la nécessité et l'importance d'avoir un juriste qui soit présent. Pour vous donner un exemple précis, on a été saisi en médiation sur l'application d'un accord d'entreprise. Le salarié indiquant qu'il considérait que son manager n'appliquait pas les dispositions d'un accord d'entreprise. Et il rentrait très concrètement dans le corpus même de l'accord. Bon. Typiquement, à ce niveau-là, c'est un sujet qui nous a semblé important d'écarter parce qu'on était Sur un objet particulier. un peu différent. Voilà. Il peut y avoir des parties qui ne sont pas volontaires à la médiation. Et à ce stade, le comité, lui, il va beaucoup, je dirais, discuter pour être bien sûr qu'il y a un réel volontariat des deux parties. Je vais rentrer un peu dans la technique parce que ça fait partie de notre quotidien. On peut avoir, par exemple, et on l'a écrit tout ça, parce que il y a des cas de recours à la médiation où on dit, où on explique pourquoi, hein. L'exercice d'un droit d'alerte, par exemple, d'un membre du CSE, ça rentre pas dans le cadre de la médiation. L'exercice d'un droit de retrait, on est de suite dans un autre sujet. On n'est plus dans le cadre de la médiation. Une plainte extérieure à l'entreprise, parce que malheureusement, nous avons eu des gens qui, en interne, importent des sujets qui sont externes à l'entreprise. Bon, je vous fais pas de dessin, ça aussi. Bon. On a eu la contestation de l'avis d'un médecin du travail. On nous a dit, moi, je voudrais une médiation avec le médecin du travail. Et alors, on l'a expliqué très gentiment, mais on a expliqué que c'était pas, ça ne nous semblait pas être. Voilà. Et puis après, bon, on a eu des sujets de contournement pour avoir la proposition d'une réclamation ou une revendication d'un syndicat porté par un salarié. Et comme c'était pas passé par le dispositif d'alerte interne, hop, ça nous revenait par la médiation. Voilà. Bon, c'est la vie des organisations, hein, il n'y a pas de. Mais nous, ça nous permet d'objectiver le sujet, d'être, je dirais, confortable pour dire, ben voilà pourquoi, oui, voilà pourquoi pas. Voilà. C'est ça l'idée. Est-ce qu'il y a un organe pour mesurer l'efficacité de ce système de médiation interne à l'entreprise, peut-être le comité Alors, ça, c'est le comité de pilotage. Alors, c'est le comité de pilotage. Alors, je vous avoue humblement que c'était prévu pour le début de l'année. On parle de cette année 2025. Ouais. Alors, c'est bien qu'on a dit, en fait, on a dit, c'est pour cette année. D'accord, donc on a le temps. On n'en est qu'à la moitié. L'ambition, quand même, était d'aller un peu plus vite que prévu, mais on va faire ça, je pense, en juin. Effectivement, c'est au niveau de cet organe qu'on va faire un rétex et qu'on va déterminer les premières... Un retour d'expérience. Oui, pardon, excuse-moi. Un retour d'expérience et où on va effectivement euh, regarder un peu tout ce qui s'est passé. Et puis, mais on le regarde dans l'ensemble, hein. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas que les médiations, on va regarder aussi les formations. Est-ce qu'on va être efficace, oui, non. Enfin, c'est l'ensemble du processus qu'on va regarder. Les outils de communication, comment on a itéré aussi avec les représentants du personnel. On envisage de les faire venir pour savoir s'ils en ont entendu parler ou pas. Enfin voilà, on va faire quelque chose d'ouvert dans les
Oui, une question là-bas. T'as fini? Attends, juste, t'as fini? Ouais. Oui, oui. Allez-y. Oui, je reviens sur la demande de médiation. La demande de médiation. Ça passait par les RH, oui. Voilà. Est-ce qu'il vous arrive cependant de recevoir des demandes des organisations syndicales, vous en avez parlé au début, je m'en excuse. Non, il n'y a c'est pas de très bien. problème. Voilà, des organisations syndicales pour les conflits entre Des salariés. et voilà. Dans ce cadre-là, est-ce que vous arrive de recevoir des demandes et également, est-ce que ça vous arrive aussi de recevoir des demandes des organisations syndicales dans le cadre de conflits dans les relations collectives entre eux-mêmes et les RH ou la direction? Voilà. Parce que moi, d'après certaines conversations que j'ai pu avoir, j'ai l'impression, malheureusement, que c'est arrivé avec ceux qui en ont parlé, certains syndicalistes ou certaines organisations pensent qu'elles-mêmes ont cette posture un peu de médiateur. D'accord. Indépendamment de tous les salariés. Voilà. Mais est-ce que certains aussi Je vais reprendre. de médiation, Oui. par exemple, Je vais reprendre vos deux questions. Ne serait-ce que pour ceux qui nous écoutent, je vais reprendre vos deux questions. Est-ce qu'il y a des sollicitations des organisations syndicales, soit pour des conflits, on va dire, interpersonnels dans l'entreprise ou entre salariés et direction, soit des sollicitations d'organisations syndicales sur des conflits collectifs et pour lesquels ils solliciteraient une médiation? Est-ce que c'est arrivé? Alors, sur des sujets individuels, non, pas encore. Je disais que quand on a fait la présentation du processus de médiation aux organisations syndicales, ils ont fait preuve d'une indifférence bienveillante. Voilà. Donc, je pense que c'est à nous de crédibiliser, de faire en sorte qu'on ait des échanges réguliers avec eux, qu'on n'ait pas peur du débriefing sur comment ça marche, est-ce que ça marche bien, etc., pour crédibiliser encore davantage le processus. Mais on n'a pas eu de demande à ce stade. Sur les sujets collectifs, on n'a pas eu de demande de médiation. En revanche, une des personnes qui a été formée à la médiation et qui est directrice des relations sociales d'une des sociétés de notre organisation, applique de manière très efficace certains outils de la médiation. Et me dit-elle, ça a été une grande force dans les échanges qu'elle a pu avoir avec les organisations syndicales cette année. J'ai un petit rêve sur la question, une petite ambition, c'est que former et des représentants du personnel et des représentants de la direction à la posture du médiateur, alors là, pour le coup, dans les relations sociales en entreprise, permettront l'acquisition d'un langage commun qui devrait nous permettre de parvenir à des échanges un peu plus fructueux. Voilà, je vais le dire comme ça. Et donc là, c'est la formation dans un but autre que pour devenir médiateur en entreprise. Oui, mais oui, et qui est très bien faite d'ailleurs par le CMAP, hein, c'est la partie effectivement posture de médiateur dans la gestion des conflits, qui a toute une série d'outils en amont qui sont très efficaces là-dessus. Oui, puis on a déjà fait des séminaires de 2 jours pour des membres de CSE. Donc, les mêmes membres d'un même CSE. Ouais. Et pour les médiateurs en entreprise, quelle est la différence avec la formation des autres médiateurs CMAP? Je pense que ça a été évoqué, mais il y a des gens qui nous ont rejoints un peu plus tard. D'accord. Alors, en gros, tu dis la différence entre les médiateurs du CMAP et Les médiateurs en entreprise. Alors, les médiateurs d'entreprise ont été formés comme des médiateurs du CMAP, exactement pareil, sur les 7 jours plus 3 jours entre la formation de base et la certification, exactement, et ils ont passé exactement la même certification. La différence, c'est avec les RH qui ont été sensibilisés à la posture de médiateur, qui est un séminaire de 2 jours, qu'on fait aussi pour des managers dans notre entreprise, et celui dont je disais qu'on l'avait fait pour des membres d'un CSE, mais c'est sur 2 jours, on continue, et dans ce séminaire-là de 2 jours, on leur apprend la posture du médiateur, mais pas suffisamment longtemps
pour qu'ils aillent jusqu'à une certification. C'est simplement une sensibilisation. Donc, ils vont faire aussi 1 ou 2 exercices de médiation dans ces 2 jours-là. Donc, ils vont vraiment avoir une vraie découverte approfondie. Mais on va aussi parler de l'invitation à la médiation, on va parler de l'entretien préalable à la réunion plénière, on va parler aussi de l'environnement préparatif. L'invitation à la médiation, c'est un gros sujet, hein. C'est ce qui fait 50% de la réussite d'une médiation au départ, parce que s'il n'y a pas de volontaire, si une des 2 parties n'est pas volontaire, le conflit reste, hein. Oui. Et quel est le critère pour sélectionner le médiateur? Vous avez dit qu'il y en a 10 chez Thales aujourd'hui. Quel est 10 le médiateurs. Ah oui, il y a 10 médiateurs. Quel est le On est critère pour Oui, sélectionner alors le médiateur? là, c'est vraiment. Est-ce qu'ils ont un pourcentage de leur temps qui est dédié à la médiation interne dans le cadre de leur fonction? Alors ça, c'est une bonne question. On leur laisse le temps, effectivement, pour mener une médiation. Jusqu'à maintenant, on n'a pas eu de situation qui ait pu nous amener à remettre en question le sujet. Ce qu'on s'est dit j'allais dire, un peu cadrer, parce que c'est pas toujours facile, on se donne en interne un délai de 1 mois. Ce délai, il n'est pas fermé définitif, c'est-à-dire que on ne dit pas si au bout d'1 mois on arrête tout. Mais ça permet aussi de cadrer vis-à-vis de tout le monde Bien sûr. et de donner une échelle de temps. Ouais. Tu sais, quand tu dis ben, on va se revoir à telle date et telle date, on dit voilà, en principe, on est parti pour un processus de 1 mois et grosso modo, c'est des réunions de 2 heures. Mais évidemment, on s'enferme pas dans la règle, on s'enferme, ouais, c'est souple. Mais je crois qu'il faut le dire aussi, parce que ça rassure les managers, ça rassure les Ça donne RH, un cadre. ça donne un cadre. Est-ce qu'on a Le des cadre. retours d'expérience sur ces médiateurs-là qui ont participé à des médiations? Alors, je les ai de manière informelle, mais ça va être tout le but de la réunion qu'on doit faire sur le premier feedback qu'on va faire En juin. Y a-t-il d'autres questions? Oui, vas-y. Oui, dans ce processus d'introduction de la médiation, est-ce que vous avez des réactions différentes, plus ou moins favorables ou défavorables, selon les types de population, le métier, l'âge, le sexe, le niveau hiérarchique? Vous sentez ça? D'abord, c'est une organisation où on a 70% de population d'ingénieurs sur des métiers d'ingénierie. Donc, par définition, on a plus de chances d'avoir de sujets sur ces questions-là enfin, sur cette population-là, évidemment. Après, je me garderai bien de faire des généralités parce que Le nombre n'est pas assez élevé. comment? Le nombre n'est pas assez élevé. Ouais, le nombre n'est pas assez élevé. On n'a pas un échantillon suffisamment représentatif ou significatif. En revanche, je suis intimement persuadé que les salariés ont besoin de sécurité dans l'organisation. Sécurité au sens très large du terme. Et que le processus de la médiation, par la création de cet espace temps sécurisé, est un outil très rassurant. Alors encore à nous d'en faire ce qui doit être fait, mais est très, très rassurant pour tout le monde et très sincèrement s'adresse à toutes les tranches d'âge et à toutes les catégories professionnelles de l'organisation. J'ai pas senti de feedback. Tu parles de la bulle de confidentialité, en fait, qui s'installe autour de la médiation. Ouais, c'est ça. Voilà. Et on a repris sécurisé. on a repris même le terme à notre compte et on le leur dit. Ouais. Vous êtes dans une bulle de confidentialité. Et ça, c'est absolument fondamental. Ok, y a-t-il d'autres questions? Alors, vous avez parlé du volontariat, vous vous assurez du volontariat, ce qui est nécessaire et indispensable en médiation. Concrètement, comment vous le faites? Alors, il y a 3 niveaux. Le premier niveau, c'est déjà, je vous ai dit tout à l'heure que enfin, toutes les demandes passent par des RH, en fait. On n'a pas de demande naturelle. Et ensuite, on a un deuxième niveau qui est assuré au comité de médiation, qui, lui, s'assure aussi du volontariat des personnes concernées. Et si une des 2 personnes n'est pas volontaire, on n'y va pas. Et puis, tu as la convention de Et puis, médiation. évidemment, la convention de médiation dont je parlais tout à l'heure. C'est un engagement signé. Un engagement signé par les 2 parties, plus et le médiateur. Voilà. Et qui assiste les salariés dans le cadre d'une médiation
lieu et place des avocats, peut-être. Alors, ouais, on est en intra, donc je crois que c'est bien important de bien. En principe, on n'est pas dans une situation contentieuse. On n'est pas. Peut-être qu'on y sera bien. En principe, on n'est pas dans une situation contentieuse. Donc, et encore une fois, les sujets dont on a été saisi jusqu'à maintenant sont plus des conflits interpersonnels, c'est-à-dire de personnes de même niveau, que de conflits entre un manager et un salarié. Donc déjà, ces deux sujets font que, un peu par construction, euh, il n'y a pas nécessairement d'assistance. Voilà, ces deux personnes vont se passer. Maintenant, s'ils veulent se faire assister par un représentant de proximité, parce que je vous dirai tout à l'heure, notre ambition, c'est au-delà de la massification qu'on fait. Il y a des représentants du personnel qui ont été un peu oubliés dans la réforme. Lorsqu'on a unifié les différentes instances de représentation du personnel, c'est les ex-délégués du personnel qui n'existent plus aujourd'hui. On parle de représentants de proximité. Et on se dit que ce serait bien pour valoriser, pour favoriser ce rôle, de leur offrir l'opportunité de suivre cette formation. Et donc peut-être que demain, le représentant de proximité pourra être un interlocuteur naturel, lui-même formé aux techniques de médiation pour avoir un environnement favorable à la résolution des conflits. Alors, il m'est arrivé, juste pour compléter la réponse, il m'est arrivé dans des médiations intra, en tant que médiateur externe, d'avoir un chef de service et un salarié, et à une des plénières, le chef de service était accompagné du RRH et le salarié d'un représentant du personnel. Et on a fait une plénière à 4. Voilà. Donc ça peut arriver qu'il y ait un accompagnement, mais à ce moment-là, on s'arrange toujours pour que l'accompagnement soit, d'abord que les parties soient volontaires pour que soient accompagnées, et qu'il y ait un accord qui se fasse entre qui sont les accompagnants et que ce soit transparent. Voilà. Il y a des spécificités de la médiation intra que le Voilà. médiateur doit prendre En compte. Oui, tout à fait. Avec un équilibre. Il y avait d'autres. Oui, allez-y. Est-ce qu'il vous est arrivé d'organiser une réunion d'information sur la médiation dans le cadre d'entreprise, par exemple, ouverte à tous? Ouverte à tous. Une réunion d'information sur la médiation ouverte à tous. Les salariés, pourquoi pas, parce que je pense qu'on pourrait être intéressé d'avoir une discussion là-dessus. Les salariés, des personnes de management d'entreprise, des RH, et pourquoi pas des membres des entreprises. Une réunion d'information ouverte à tous. Oui, voilà. Sur la médiation. De l'entreprise. Voilà. D'accord. OK. D'accord. Donc, réunion d'information des salariés sur la médiation dans l'entreprise. Grandes entreprises, je pense. Est-ce que vous avez déjà essayé de faire ça? On va voir. Alors, donc, je ne reviens pas sur tous les niveaux d'information qu'on a mis en place. Ce qu'on fait au niveau de la RH chaque année, c'est qu'on organise notre propre campagne de communication. Alors, c'est pas que. Aide-moi là. Pendant que vous posiez la question, je cherche désespérément un terme. Ça va venir. C'est pas Caméra Café, c'est. Bon, bref. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc, convivial. Voilà, on organise entre midi et deux, là, c'est ouvert à tout le monde. On fait ça sous forme de différents marketplaces, en fait, d'accord? Et les RH présentent tous les outils que la RH déploie au quotidien. Donc, ça peut être du développement professionnel, ça peut être des politiques de rémunération, c'est les relations sociales, c'est la communication sociale interne, enfin, etc. Et au travers de ça, cette année, on avait monté un stand de médiation. Donc, là aussi, ils voulaient y aller. On n'a pas, voilà. Mais votre question mérite réflexion. Donc, on a massifié effectivement, on a donné l'opportunité à ceux qui voulaient d'assister et de connaître le processus, mais je n'exclus pas la question que vous posez. Je vais vous poser une dernière question, sauf s'il reste des questions dans la salle. Non? Donc, pour s'éloigner un peu de la médiation et pour revenir à la mise en place de ce projet, quelles ont été les principales réticences que vous avez rencontrées quand vous avez proposé ce projet, quand vous avez mené ce projet?
Et donc, c'est justement une question qui intéresse les gens qui ont été motivés pour mettre en place Les résistances. ce processus. Voilà, les résistances, les obstacles, quelles ont été les difficultés. Les freins, les empêchements, les... La première, c'est l'absence de réaction. C'est la pire. Parce que là, vous naviguez à vue, quoi. Il vaut mieux quelqu'un qui vous dise Non. j'en veux pas, non, jamais, que l'absence de réaction. Parce que ça, c'est la pire des choses qui puisse arriver, parce qu'on est tout le temps en train de valider par curseur, de savoir si le pas qu'on fait, il est posé ou si on a un step back qui menace. Le premier sujet, c'est l'absence de réaction. Euh, le deuxième sujet, très clairement, alors ça m'ennuie un peu de dire ça, mais les managers les plus anciens dans l'organisation, quand je dis les plus anciens, c'est les gens qui ont 35, 36, 37 ans dans l'entreprise. Ah, j'ai eu peur, je crois que c'était l'âge. Tu connais la phrase de Guy Bedos, hein? Celui-là, il était déjà vieux quand j'étais déjà jeune. Donc, pour ces questions-là, ça n'attend pas forcément le nombre des années, hein. Mais bon, on va dire que grosso modo, des managers à l'ancienne, mais je ne parle pas forcément. Alors, oui, 37, 38 ans, mais il y a des jeunes managers qui ont une réaction totalement statutaire par rapport à la fonction et qui, comme on le disait tout à l'heure, ne sont pas nécessairement totalement confortables ou affirmés ou assurés dans leur rôle, euh, et aussi qui parfois gèrent leur entreprise personnelle. Euh, bon, voilà. Par définition, c'est des figures du corps social qu'on observe très rapidement. Et ça peut être un frein. Institutionnellement, je n'ai pas eu de frein. C'est-à-dire que ce soit par le groupe, ou par les représentants du personnel, ou par le corps managérial dans son ensemble, ou par la communauté RH dans son ensemble. Chez nous, il n'y a pas eu de frein. Voilà, je n'en ai pas observé. Maintenant, ça, c'est sur le processus. Après, il y a l'entrée en médiation. Et quand vous rentrez dans le processus de médiation, comme disait Pierre tout à l'heure, que le sujet consiste à se mettre à nu et à s'oublier dans le processus de médiation, ben ça vient après. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vous disent à ce moment-là, au travers des formations et des exercices, qui vous disent désolé, ça c'est pas pour moi. Donc je crois qu'il y a deux étapes. Il y a la première étape institutionnelle qui est en principe, à part les sujets explicites que j'ai évoqués, mais après c'est plus quand on déploie le processus, quand les gens sont mis en Là, situation. tu parles de ceux qui se forment Ouais. à la médiation à Ouais, ce moment-là, hein. ouais. Voilà. Et la mise en situation, Oui, parce tout à que la fait. mise en situation, elle est radicale. Elle est radicale. Quand il y a Pierre Béretti qui joue le métier, bon, on a eu... Il n'y a pas que moi qui peut être dur, hein. Non, mais bon. Donc, c'est là où ils sont en situation. C'est là où ils vivent le sujet dans son entièreté. Avant, c'est quoi? C'est une présentation parmi d'autres. Vous avez beau mettre toute votre conviction, votre envie, votre inspiration, mais ça reste, comme disait un fameux Marseillais, c'est des paroles verbales. C'est après, dans la vraie vie, quand on est confronté à des sujets, il y a la phase de la formation qui est qui est très libératrice, oui, impliquante et libératrice sur est-ce qu'on veut y aller ou pas y aller. Il y a les entretiens dans le choix des médiateurs, parce que les entretiens ne sont pas très confortables, hein. On va les chercher vraiment dans leurs convictions, on ne va pas les chercher par nature et par nécessité, ils sont compétents. On va les chercher vraiment dans leurs convictions, parce que je vous ai parlé d'éthique, d'authenticité, donc ces sujets-là, c'est ça qu'on va les chercher. Et puis après, ça peut être aussi au cours des premières médiations. On a eu une médiatrice extraordinaire qui s'est retrouvée face à une situation conflictuelle d'une telle intensité que, alors, on l'a remise sur les rails, on l'a dit non, parce qu'elle en voulait plus, quoi. Elle m'a dit, moi, c'est pas possible, ça, c'est un truc, je peux pas. Bon, elle est revenue dans le processus. Mais c'est, en fait, c'est un peu sur le terrain quand même. Enfin, je sais pas si toi, c'est ton Tout à fait. observation, hein. Tout à fait. Ah oui, il y a des situations dans lesquelles on peut avoir plus de difficultés que d'autres. Et voilà, donc ça, il faut en tenir compte aussi. Une question. Ça sera la dernière alors. C'est ça, Jade? C'est la dernière? D'accord. Juste une question par les médiateurs. Il arrive parfois qu'en plein séance de médiation, le salarié doute de la neutralité du médiateur, par exemple, en pleine séance. Dans ce cas, qui va garantir ses droits? Est-ce que c'est le management, les ressources personnelles, ou bien, je ne sais pas. Il se doute
le médiateur n'est pas neutre. Est-ce qu'il n'est pas un peu le processus de la médiation, sachant qu'il va aller jusqu'au bout. Vous dites que le salarié doute que le médiateur soit pas neutre, enfin, s'interroge sur la neutralité du Médiation. en pleine séance de médiation. La première réaction, c'est au médiateur d'interroger pourquoi et qu'est-ce qui a fait dans son attitude que la personne s'est sentie qu'il n'y avait pas de neutralité par rapport à lui-même ou par rapport à la situation. Donc c'est déjà dans la relation entre le médiateur et cette partie-là qui doute. Et si ces doutes restent avérés et sa perception reste confirmée, c'est au médiateur de se retirer à ce moment-là. Le champ d'intervention pour manager dans ce cas, ou bien le RH. Quand... champ d'intervention, qu'est-ce qui peut intervenir? Qui ça? Le RH. Le RH. Est-ce que c'est possible? Dans la situation? Oui. Intervenir pour... Question de neutralité. Ah, est-ce que le RH, comme médiateur, peut intervenir dans une situation comme médiateur, vous disiez? Non, c'est ça? non, le RH, est-ce qu'il peut intervenir comme neutralité de médiateur? Si je comprends la question, c'est comme tiers. C'est-à-dire, la personne dit t'es pas neutre, j'en parle au RH. Exactement. Mais ça, c'est avant que la médiation Non, commence. dans la médiation. On est en médiation. Au bout d'un moment, je te dis t'es pas neutre. Tu me dis tu me fais reformuler. Et au bout d'un moment, je dis Et tu vas me dire, je veux un tiers. Je veux un tiers, je veux qu'un RH. Face à de toute façon, on remplace le médiateur. Non, on dise oui, non. Quoi. Tu comprends ça, hein, qu'ils disent oui, non. Mais le Oui, non, médiateur pour peut le pas principe de la juger. neutralité. Mais le médiateur ne peut pas juger. Non, le RH est tiers. Le RH ne peut pas juger du point de vue d'une partie vis-à-vis d'un médiateur si la partie considère. Non. Enfin, en tout cas, si je parle du processus, qu'on a en interne, la réponse est non. Voilà. On change de médiateur ou le médiateur se retire aussi. Voilà. Voilà. Ou la reformulation a marché, c'est-à-dire que en disant mais pourquoi tu dis ça, et donc par la reformulation, et puis est-ce que ce que je t'ai dit t'a éclairé, est-ce que tu veux continuer et aller chercher l'approbation explicite, et si tu as un refus implicite, alors on arrête. De toute façon, dès qu'un doute s'installe entre un médiateur et l'une ou l'autre des parties, il faut clarifier le point. Et s'il n'est pas clarifiable, il faut changer de médiateur. Si ce n'est pas manipulatoire ou une instrumentalisation, voilà. Mais ça peut être aussi très sincère, et à ce moment-là, il faut changer le médiateur et le faire remplacer par... Personne d'autre ne peut juger de qui a tort et qui a raison. C'est fini, c'est une perception et on ne la remet pas en cause. Il n'y a que le médiateur qui peut discuter avec la partie pour voir si c'est modifiable et arrangeable ou si ça ne l'est pas, c'est tout. Et ça peut arriver, moi ça m'est arrivé de temps en temps d'avoir ces incertitudes-là de la part d'une partie, il faut les poser sur la table, voire faire un aparté avec la partie, puis avec l'autre partie. Moi, c'est la ressentie la même chose, etc. Et voir si on peut reprendre la médiation ou pas. C'est hyper cool, hein, il ne faut pas se prendre la tête avec ça. Je veux dire, si ça peut arriver, et ce ressenti-là peut venir, et ce n'est pas du tout une situation difficile, c'est une situation qui doit être traitée, c'est tout. Voilà. De façon très simple. Et là, c'est vraiment, moi, je rejoins les piliers de la médiation, volontaire, libre et responsable. Et tout le monde est volontaire, libre et responsable. Donc, on force personne. Et si finalement, on ne s'entend pas entre un médiateur et une partie, on arrête. C'est cool, c'est hyper cool. Tranquille. Voilà. En tout cas, un grand merci à tous ceux qui nous ont écoutés avec attention et patience derrière leur smartphone ou tablette. Et puis, merci Jeanne pour ton animation et merci à tous pour votre participation dans cette salle. Et très, très bonne journée à tous. Bonne journée, merci.